Empreinte, une émission conçue, présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec votre émission hebdomadaire Empreinte consacrée olive. Nous recevons aujourd'hui Houria Bouayed. Houria Bouayed, bonjour. Bonjour Abdelkrim Tazarout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de venir nous parler de votre ouvrage, Le Karoubier d'Azfoun, la terre d'Azfoun en commun, avec l'illustration de Zitoun Kerkaden, votre ami artiste peintre. Absolument. Bien, donc, Houria Bouayed, vous êtes psychologue de formation. Oui. La première question que j'aimerais vous poser, c'est, alors, Houria Bouayed, et non pas Houria. Oui. Alors Comment... c'est une variante. En fait, je suis née à Paris. Houria, c'était l'indépendance, bien évidemment. Mes parents étaient moudjahid, mais étaient de la Fédération de France. Donc, ils étaient en France. Et quand il est allé m'inscrire, papa, c'était Houria. Donc, il a mis... Alors, c'est pas H-O-R-I-A. En fait, il a mis H-O-R-I-A. Houria. Mais il n'y a pas le U. Houria, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Exactement. Très bien. Donc, c'est un acte de... Oui. De bravoure. Pas uniquement de bravoure, mais de reconnaissance et de joie, de fierté. Exactement. Une façon de fêter l'indépendance de l'Algérie. Absolument. Très bien. Alors, votre parcours me rappelle celui de mon ami Kader Fechis, qui est aussi, qui est journaliste, écrivain, et qui est né en France, né en France et qui est venu une fois donc adulte, adolescent. Il est venu en Algérie, il est venu faire son service militaire, et puis il a même travaillé ici en Algérie. Il a écrit des livres. Donc son parcours me rappelle un peu le vôtre. Parce que vous, né en France, vous avez vécu certainement en France. Absolument. Jusqu'à quel âge, je ne sais pas. J'y ai vécu longtemps. On est revenu avec mes parents. On a vécu quelques années à Alger et ils sont repartis en France, en fait. Quand on dit quelques années, la date, s'il vous plaît? Dans les années 80. Les années 80 et puis après, même un peu avant, dans les années 70. Et puis après, on est reparti en France. On peut connaître la raison? Il y a une déception quelque part. Quelque part, oui. Ouais. Il pensait à, comment dirais-je, l'Algérie libérée, en fait. C'était des personnes qui ont beaucoup donné pour l'indépendance de l'Algérie, d'ailleurs. Ils ont milité, ils ont épousé la cause nationale. Absolument. Vos deux parents, hein? Ah oui, les deux, complètement. Et justement, le fait de me donner ce nom, Houria, ça avait une signification. Toute une signification, tout un symbole de liberté. Exactement. Et quand ils sont donc venus en Algérie, ils pensaient trouver cette Algérie rêvée. C'était pas forcément celle dont ils rêvaient. Donc quelques années après, ils sont repartis en France. Oui. Donc en aparté, vous m'avez parlé d'un petit fait, d'une petite anecdote qui a un peu provoqué ce retour. C'est vrai. Bon, c'est lié à la langue. Oui, c'est lié à la langue. Ma mère ne parlait que kabyle et français. Elle ne parlait pas arabe. Et quand elle est partie dans une administration, la nouvelle administration de l'Algérie indépendante, il y a un monsieur, on ne sait pas d'où qui lui a demandé de parler qu'en arabe. Exactement. Bien. Donc, votre fameux parcours, c'est de décider de rendre hommage à Azfoun, donc par Azfoun à l'Algérie, et donc de relier le lien avec vos ancêtres, avec vos parents, vos grands-parents, avec l'Algérie. C'est un peu un voyage initiatique que vous faites à travers cet ouvrage. Oui, on peut le considérer comme ça. C'est vrai que de toute façon... ce qui nous lie, en fait, c'est la terre. Vous avez lu tout à l'heure le titre, Le Karoubier d'Azfoun, mais la terre d'Azfoun en commun. Ekel. C'est ça qui nous lie, en fait. Et Ekel, c'est précieux. Absolument. On ne vend pas la terre des ancêtres, on ne vend pas Ekel.
Ce qui malheureusement se fait facilement aujourd'hui. On vend des terres. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Ah oui, c'était un sacrilège. Absolument. Et ce qui nous liait, c'est cette terre, et cette terre d'Asfoun qui lie mes deux parents, parce que mes deux parents sont d'Asfoun. Ils nous ont donné cette fibre, en fait. Tout à l'heure, la fibre nationaliste, la fibre patriotique, complètement. L'amour de la terre, l'amour du pays. Complètement. Oui. Ah oui. C'est très, très important. Et ça, c'est un cri d'amour. C'est une ode à votre région. Oui. Alors, et vous l'avez connu très jeune, Asfoun? Oui, mes parents, dès qu'on est venu en Algérie, on allait sur Asfoun. J'aime beaucoup Alger. Donc, on est resté longtemps à Alger. Et d'ailleurs, ce fameux lien qu'il y a entre Asfoun et Alger, la Casbah d'Alger, moi, ma mère notamment a vécu à la Casbah d'Alger pendant très longtemps. Votre mère a vécu à la Casbah, donc? Ah, absolument. Elle a vécu très, très longtemps à la Casbah d'Alger. Je pourrais raconter plein d'anecdotes. C'est ce qu'on veut. Avant qu'on aborde l'ouvrage, j'aimerais bien, parce que la Casbah, quand même, a ses codes, a ses secrets. Donc, nos auditeurs aimeraient bien en connaître au moins les secrets selon la maman de Olia, donc Bouayed. Alors, c'est pas vraiment des secrets, mais non, mais c'est vrai. Disons quelques us, quelques coutumes que le commun des mortels ne connaît pas. Alors c'est vrai que dans les années, alors je vais parler des années 40, quand maman était à la Casbah d'Alger, c'était une grande famille aussi, les personnes qui habitaient à la Casbah, vous savez, c'est un petit peu les riades avec une cour commune, et chacun avait sa... Qu'on appelait Oussadar. Voilà. Qu'on appelle toujours Oussadar. Et exactement. Et il y avait des familles donc dans chaque pièce. Et les femmes se relayaient pour nettoyer. Et ma maman, qui était très forte en couture, en broderie, etc., leur apprenait à ces dames. Donc elle était exempte de faire le ménage. On lui disait non, toi tu ne le fais pas. Et puis c'est aussi maman qui a émancipé un peu ces femmes de la Casbah. Carrément. Oui, je vais vous raconter deux anecdotes. La première, c'est les hommes de la Casbah, leurs femmes ne sortaient pas. C'est les hommes qui sortaient faire les courses, qui achetaient les chaussures. Ça, on le savait. Voilà, qui sortaient, mais ce qui elles sortaient vraiment pas, elles avaient les terrasses comme horizon. Exactement. La fenêtre, c'était l'ouverture vers le monde. Et leur monde, on va dire, leur petit monde. Elles partaient comme un Mohammed, non? Oui, certainement, oui, absolument. Et pour acheter les chaussures, les maris prenaient un fil de chanvre et ils prenaient la mesure de la chaussure de leur femme, et c'est eux qui achetaient les chaussures à leur femme. Et maman qui voyait ça leur a dit un jour, mais écoutez, c'est une chaussure, ça s'essaye, parce que même si vous avez la pointure, il faut quand même l'essayer. Et comme maman avait était beaucoup respectée par tous les hommes de la Casbah, parce qu'elle avait fait aussi, c'était des frères de combat, et qui la connaissaient, dont tout le monde se connaissait dans le cadre du FLN, et elle leur disait, écoute, si tu nous amènes nos femmes à la boutique, si elles partent avec toi, elles peuvent y aller. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à émanciper un peu les femmes de la Casbah, qui partaient dans les magasins de chaussures pour essayer leurs propres chaussures. Une militante chef de file. C'est ça, quelque part. La deuxième anecdote, si vous permettez, avec plaisir. Ouais. C'était pendant la colonisation française, les Français avaient mis en place, le TNA était juste à côté, c'était l'Opéra d'Alger, dont Helmi me disait que, étant à la Casbah d'Alger, c'est ça qui lui avait ouvert les portes de l'Opéra d'Alger, donc le TNA actuel. Il disait que ils avaient mis en place le vendredi matin une séance pour les femmes musulmanes. Elles ne venaient pas forcément, mais c'était acté. Il y avait une séance matinale le vendredi matin pour les femmes musulmanes. Et maman, bien évidemment, a dit « il faut qu'on y aille ».
Alors les maris de ces dames qui ne sortaient pas lui ont dit écoute, si tu les amènes, d'accord, on est d'accord, tu les accompagnes. Une deuxième fois, elle a eu l'autorisation de les faire. Voilà, c'était la sœur Zhor, tout le monde l'appelait ma sœur, c'était la militante que tout le monde connaissait, et donc de fait, elle a pu les accompagner. Et Mohamed Helmi me l'a spécifié avant sa mort, malheureusement. Il est mort en janvier, le 5 janvier 2022, maman est morte le 5 septembre 2022. L'année 2022 a été terrible. Et il me spécifiait que les comédiens, quand les femmes musulmanes venaient à la séance du vendredi matin, ils attendaient que les femmes sortent, ou sinon s'ils étaient là, il fallait qu'ils baissent les yeux pour que les femmes passent. C'était le Hurma mode Kasbah, quoi. Absolument. C'était la vie Kasbadji, en fait. C'est la vie. C'est bien de rappeler ces moments et de rappeler ce qu'était la Kasbah, peuplée en majorité par des gens donc, de la région de Kabylie, de la région du Djidjili aussi. Exactement. Hein? Beaucoup de gens d'Asfoun, quand vous parlez de Kabylie. Oui, de Kabylie. Toute la base Kasbah, c'était des gens d'Asfoun. Le Chabi. Du Chabi. Là, ça nous amène carrément directement à votre ouvrage. Je rappelle le nom. C'est Le Karoubier d'Asfoun, la terre d'Asfoun en commun. Et c'est édité à compte d'auteur. C'est faute d'avoir trouvé, vous n'avez même pas essayé de chercher. Non, honnêtement, au début, je ne connaissais rien à l'édition. Je connais des amis éditeurs. J'ai contacté notamment un éditeur qui est un ami de longue date, qui est en train de sortir d'autres livres. Il m'a dit, écoute, je peux sortir ton livre dans quelques temps. Comme je savais que l'épouse de Mohamed Helmi m'avait appelé en me disant qu'il était malade, je voulais absolument le sortir très très vite. Donc d'ailleurs, quand il est sorti en janvier 2022. Il était sous presse quand Mohamed Helmi est décédé, malheureusement. Mais il a vu, bien évidemment, puisqu'il m'a beaucoup aidé à l'écriture de cet ouvrage, puisqu'il m'a donné plein d'informations, notamment sur un militant aussi qui était mon grand-oncle, qu'il a très bien connu. Notre Mohamed Helmi, paix à son âme, comédien mais aussi réalisateur, qui nous a légué lui aussi un ouvrage sur la vie des artistes, qui ont évolué durant sa période, des années 40 aux années 62, de premier tome et le deuxième jusqu'en 70. Exactement. Donc c'est bien qu'il ait laissé un legs, une trace. Oui, il a écrit ses films et des chansons. Exactement, il a écrit ses mémoires, effectivement, en 2 tomes. Et il a parlé des artistes d'Asfoun, il a parlé d'Asfoun aussi. Et il m'a fait un cadeau, en fait. Alors qu'il avait déjà parlé de ces artistes, quand il a su que j'allais écrire sur Asfoun, il était très, très enthousiaste. Et je crois qu'il était encore plus enthousiaste que ce soit une femme qui le fasse. Donc pourquoi? Il m'a dit... Pourquoi spécialement? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent, faut le dire. C'est plus un métier d'homme, on va dire. Plus maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui écrivent. Oui, effectivement. Mais je pense que déjà, c'était sa terre. Tout à l'heure, on parlait d'Ekel, de la terre. Donc, c'était sa terre d'Asfoun. Il a écrit, lui aussi, sur Asfoun et sur son parcours. Il parlait des artistes. Des artistes et puis du théâtre, des planches de théâtre. Et il avait écrit un hymne à Asfoun. Tout à l'heure, vous avez dit que mon livre, c'était un peu une ode à Asfoun. Je voulais emprunter le terme hymne. Il y a aussi un hymne à Asfoun qui a été fait par Kamel Hamadi. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et il avait écrit un texte en kabyle sur Asfoun et il m'a donné ce texte. Oui, donc, il ouvre un peu votre livre. Exactement. Il ouvre un peu votre livre. Exactement. Mais avant, j'aimerais bien, c'est rare que je fasse référence, mais là, c'est important parce que vous le dédiez notamment à votre mère, fille d'Asfoun, Zhornet Amr Tarlit, et qui m'a conté donc la belle histoire de mon grand-père sur le tard. Si heureux d'avoir eu 6 enfants, 4 fils et 2 filles, qu'il a profondément aimé et particulièrement choyé, ce qui est rare. Exact. Ce qui était rare à cette époque. Exact. Donc, maman, ce livre vous est dédié. Donc, vous le dédiez à votre maman, mais aussi à votre père, un autre fils d'Asfoun, bien sûr à vos filles, à vos enfants, et à Mohamed Helmi. Vous lui consacrez donc une belle dédicace, fils et personnalité d'Asfoun, qui m'a soutenu
dès le début de cette aventure, s'est rendu particulièrement disponible et très enthousiaste à l'idée que j'écrive un livre sur Asfoun. Il m'a prodigué de précieux conseils et généreusement partagé des souvenirs inédits. Exactement. Et aussi notre grand ami Kamel Hammadi, disponible et attentif à partager grandement des pans de l'histoire musicale des artistes d'Asfoun. Ce sont donc vos parents et deux personnalités de votre région. Allez, on va commencer par Mohamed Hilmi. Vous en avez parlé, mais je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que à sa mémoire, quelques mots sur... Oui, j'ai beaucoup d'émotions en parlant de Mohamed Hilmi parce qu'il a été, comme je disais, totalement disponible, vraiment. On s'est vu à Paris, on s'est vu chez lui à Alger. Il m'a ouvert sa bibliothèque. Et d'ailleurs, juste après son décès, j'ai vu son épouse, je lui ai donné mon livre. Et elle m'a dit, je vais le mettre dans sa bibliothèque. Il va avoir sa place dans la bibliothèque. Et quand on se voyait, il me dit, mais ma bibliothèque est à ta disposition, tu as besoin de n'importe quelle information, je suis là. Et il m'a parlé de personnalité artistique d'Asfoun, il m'a parlé bien évidemment de son parcours. Comme vous disiez tout à l'heure, on a eu la chance qu'il a écrit ses mémoires. Absolument. Moi je m'en sers. Je m'en sers quand j'ai besoin de références d'anciens artistes. Et c'est important que les artistes écrivent, que les moudjahidines qui sont encore en vie écrivent. Même des témoignages sont importants. Amis auditeurs, donc je vous rappelle que vous êtes toujours avec Empreinte, votre émission hebdomadaire, diffusée sur Radio Chant 3. C'est chaque vendredi de 10h à 11h. C'est conçu et présenté par Abdelkrim Tazarout, réalisé par Kamel Oularbi. Bien, après, donc, nous avons Kamel Hammadi, une immense personnalité, plus de 800 titres, compositions. Il compose, il écrit, il chante, il a formé un des premiers couples artistes avec sa femme, Nora. Il est magique, il écrit en arabe, il écrit en kabyle. C'est exceptionnel. C'est un être exceptionnel. Et moi, l'ayant plusieurs fois discuté, j'ai des moments avec lui, il m'a raconté d'abord des faits et puis des anecdotes incroyables sur la chanson. Et il connaît tout le monde, c'est une encyclopédie de la musique algérienne. Absolument. C'est une personne très, comme je disais, exceptionnelle. On a la chance de la voir. Allah yatawal fi amro, comme on dit. Oui, absolument. Et on a fêté il n'y a pas très longtemps ses 88 ans, entouré de sa famille. C'est vraiment, je suis très fière d'être amie, qu'il m'accorde son amitié. Et dans le cadre de mon livre, il m'avait dit, alors je vais le dire, d'habitude je le dis pas. Mais il a fait un hymne à... Ici, on dit tout. D'accord. Voilà, c'est empreinte. On laisse des empreintes parce qu'on dit tout. D'accord. Donc, il y a des traces. Oui. Donc, il a écrit donc un hymne à Asfoun. Tout à l'heure, on parlait du texte que m'a généreusement donné Mohamed Hilmi, mais Kamel Hammadi avait écrit dans le cadre du festival, alors c'est votre domaine, Monsieur Tazarout, du festival du film Amazir, il avait écrit un hymne à Asfoun, où il avait fait intervenir des artistes d'Asfoun. Il avait créé des couplets, des magnifiques couplets où il parle des différents artistes d'Asfoun sur une musique d'Igor Bouchen, qui est aussi d'Asfoun. D'Asfoun, oui. Alors, Kamel Hammadi n'est pas d'Asfoun. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que il a fait un hymne à Asfoun, et tout à l'heure vous disiez c'est quelqu'un d'universel et qui maîtrise aussi plusieurs langues et qui... Plusieurs genres musicaux aussi, parce qu'il a écrit un peu pour tout le monde, pas uniquement pour les artistes kabyles. Exactement, oui. Il maîtrise plusieurs genres musicaux algériens. Exactement. Et donc, quand je lui ai parlé de mon livre, il m'a dit, je lui ai dit, vous avez écrit un hymne sur Asfoun, vraiment c'est bien, etc. Il me fait, oui, il y a eu d'ailleurs un CD, c'était dans le cadre du HCA, du Haut Commissariat à la Mazérité. Il y a eu, je crois, 200 exemplaires qui ont été donnés comme ça. Moi, j'en ai un, je vais te le confier.
Donc il me l'a confié, je l'ai écouté, etc. Il me dit ce qu'on peut faire dans le cadre de ton livre, c'est on va essayer de refaire le CD, puis on mettra le CD dedans. J'ai trouvé ça d'une manière tellement généreuse, et vraiment c'était une preuve d'amitié. Et puis je me suis dit mon premier livre, un CD, etc. J'ai dit non, vraiment c'est gentil, mais je pense que je vais mettre juste les paroles, ça suffira pour une première fois. Et c'est ce qui s'est passé. Mais cette hymne à Asfoun, c'est magistral. C'est sublime. Je pense que vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà entendu, c'est vraiment très beau. C'est beau, on va essayer de lire la traduction. Je suis sûr que ce n'est pas aussi beau qu'en kabyle. Là, c'est la traduction du texte de Mohamed Helmi. Ça, le texte de Mohamed Helmi. Oui. Saint des mers, nous vous rendons visite, que ceux qui vous connaissent se souviennent, même si le temps s'en va, Asfoun. Dans les cœurs demeure ton amour, berceau de tant de lettrés, d'artistes dans tous les domaines, d'intellectuels ulistes et chirs dont tout le monde parle. Tu as vu naître tant d'hommes qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie. Novembre, ils ont fait serment de mettre fin au joug colonial, de mettre fin à l'infamie, acceptant la mort pour la liberté. Ils ont mis fin à l'arbitraire, fierté de l'Algérie. Asfoun, l'histoire sera témoin et dans les mémoires inscrira le nom de tes enfants. Voilà donc le texte traduit, le texte de Mohamed Helmi traduit, c'est magnifique. Ouais. Et on a l'impression... Traduit par Reski Rabia. Oui, par Reski Rabia. Et on a l'impression que c'est un peu sommaire de votre livre. Ouais. Ouais. Parce que vous parlez d'Asfoun, vous parlez de l'engagement des enfants d'Asfoun dans la guerre de libération. Vous donnez un chiffre, 750 martyrs. Vous parlez des déportés. Ouais. Et vous des parlez, de l'islam aussi. Oui, des chiites, donc des saints de cette région. Et vous parlez aussi, bien sûr, des artistes de cette région. C'est vraiment, je crois, dans la chronologie, vous le placez en ouverture. C'est un peu un istikhbar avec de la poésie. Et dans votre texte, même quand vous parlez de cette région, il y a de la poésie parce que vous aimez cette région. Vos parents ont réussi à vous faire aimer cette région. S'ils l'ont bien fait, je vous remercie de ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est vrai qu'on parle bien d'une région, là en l'occurrence. On parle bien de quelque chose qu'on aime bien. Voilà, on met de l'émotion en fait. C'est ça, il y a beaucoup d'émotions, c'est vrai. Alors, la description. On peut dire c'est une monographie, mais c'est au-delà, ça dépasse, c'est pas administratif. Vous ne le faites pas d'une façon administrative, non, c'est vous racontez et c'est romancé. Oui, j'ai essayé justement. Je crois que tous les deux, on a un peu mal à la gorge. Bon, on n'a pas des voix radiophoniques pour l'instant, mais bon, on fait comme on peut. C'est aussi l'idée, c'était que ce soit agréable à lire, que ce soit fluide et non pas d'un côté administratif ou des dates qui se suivent, etc. Fallait donner des informations, fallait que ce soit des fois factuel, mais il fallait que ce soit aussi empreint d'émotion. C'était ça l'idée, en fait. Je peux vous rassurer que ça se livre effectivement facilement et, bon, pour ne rien ne gâcher, on apprend des choses. Ouais. Par exemple, vous posez la question, vous faites Radio Crochet à Alger ou même ailleurs, dans d'autres villes, vous dites Asfoun, ils vous disent la mer, le poisson. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui n'est pas tout à fait faux. Asfoun, c'est aussi le côté donc maritime, ouais. Mais il y a aussi Asfoun, le village, et je crois que le village, l'appellation du moins plus ancienne, c'est le village. Ouais. Après la colonisation, il y a ce côté maritime, mais qui s'appelait Port-Guidon. Exactement. Voilà, donc dès le départ, vous donnez ce minimum d'informations sur... Alors, parlez-nous d'Asfoun, le village. Alors,
Asfoun, c'est un peu particulier. Il y a Teddelt, Tosfoun, Teddelt, donc le vieux village, dont est originaire notamment les Helmi. Je me rappelle avoir rencontré Saïd Hilmi faisant son marché au village. C'est ça. Alors, il avait sa tenue traditionnelle. Hein, exactement. Contrairement à ses costumes quand on le voyait devant le TNA. C'est ça. Et bien, figurez-vous que donc Teddelt Tosfoun, le vieux village, qui a gardé toute son authenticité, qui est magnifique. Et vous avez, nous, ce qu'on a appelé le village, mais ce qui est plus le village, c'est une ville maintenant, qui est une création complète de la colonisation française. Ça n'existait pas au départ. Et vous l'avez très bien dit, effectivement, ils l'ont appelé Port-Guédon. Et d'ailleurs, le port... qui est sur la mer, là en bas, c'est lui qui a été construit avant le village, la ville. Oui, mais ils avaient plus besoin du port que du village. Absolument, absolument. Et donc ce village, nous on l'appelait le village. Les anciens d'Asfoun, il y avait quelques familles d'Asfoun dans le village, on l'appelait le village. Mais en vérité, maintenant, c'est devenu bien évidemment une ville. Mais il y a toujours cette grande rue, et notamment la maison de mon grand-père est dans cette grande rue. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si je peux le dire maintenant. Bien sûr. Par rapport à la maison de mon grand-père, ou la maison natale de ma maman, en fait. Et ma maman a toujours combattu l'ignorance. Elle savait que les filles de famille n'allaient pas à l'école, etc. Alors que la belle-sœur de ma maman était l'enseignante d'Asfoun, était française et elle a épousé son plus jeune frère. Ils ont insisté pour que ma maman aille à l'école. Mon grand-père ne voulait pas. Donc, d'ailleurs, ma mère m'a toujours dit... mon papa était formidable, il nous a choyé toute ma vie. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est qu'il ne m'a pas amené à l'école. Donc, elle lui reprochait ça et elle voulait vraiment apprendre. D'ailleurs, ma mère a appris à lire et à écrire une fois qu'on était plus grand en France. Elle prenait des cours du soir. Donc, elle a appris à lire et à écrire couramment le français alors qu'elle ne le savait pas, qu'elle n'est pas allée à l'école. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... j'ai su sur Facebook que des jeunes avaient fait, comme en France, vous savez, une vitrine, une bibliothèque vitrine, vous savez, qu'ils mettent sur les murs, une bibliothèque murale, au nom de Tahar Djaoud, qui est un des écrivains d'Asfoun. Et donc en plein centre d'Asfoun, mais je ne savais pas où c'était exactement. Et puis quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était sur la maison de mon grand-père. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'était une bonne initiative, etc. Et puis, comme je ne savais pas où c'était, quand j'ai su que c'était sur la maison de mon grand-père, j'ai dit à maman, ah, tu sais, maman, il y a 2 jeunes d'Asfoun qui ont fait une bibliothèque murale et ils l'ont mis sur le mur de ta maison natale. Elle me fait, ah bon? Elle me fait, quel honneur! Le savoir vient jusqu'à chez moi. Donc, magnifique. Elle a eu cette expression. Révélation. Et je suis restée. Moi, je me suis dit, tiens, ils ont pas demandé, etc. Mais elle a eu tout de suite cette. Elle a eu un autre regard. Elle a eu un regard, mais magnifique. Le savoir est venu vers moi. Effectivement, elle est partie chercher le savoir, comme on dit dans le Coran, même en Chine, et c'était donc les cours du soir en France. Exactement. On revient à ce village qui s'est vidé. Pour des raisons que tout le monde connaît, ce sont tous les villages et beaucoup de régions d'Algérie qui sont vidées parce que c'était la misère, parce que c'était le colonialisme, c'était cette époque-là, et la misère obligeait les gens à aller en croyant trouver du travail plus facilement à Alger, bien qu'à Alger aussi, c'était presque la même chose, sauf qu'il y avait le port, il y avait donc toujours un moyen de gagner un peu sa vie. Et nous arrivons donc à cette... moi, j'appelle ça légende. Alors, je la pose est-ce que c'est une réalité ou une légende? Les enfants d'Asfoun sont tous des grands artistes, des grands peintres, enfin, des gens qui forment une famille artistique. La région, est-ce que c'est la région, le côté forêt, côté mer, où il y a du khaloui? Est-ce que c'est ça qui favorise un peu le côté artistique des gens d'Asfoun? Et, deuxième question, est-ce que la nouvelle génération a suivi la lignée des Haj Mohamed Anqa, des Gerbouchen et des Mohamed Iftissan? Est-ce qu'il y a la relève? Oui. Alors suite à cette deuxième question, la relève existe. Elle est simplement pas trop visible.
parce que, pour quelle raison? Là, on est aujourd'hui dans un média. La radio, il y a la télévision, etc. La puissance des médias, c'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose de très, très important. Donc, la relève existe. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ancienne génération. Elle avait ses difficultés, hein, quand on parle notamment de Mohamed Helmi, de Hanifa, la voix par excellence féminine de la région. Qu'est-ce qui les a fait rentrer? C'est la radio. Maintenant, la radio, on l'utilise moins qu'avant, parce que maintenant, il y a les réseaux, etc. Mais ça reste quand même un média important. Hein. Oui, vous êtes bien là pour vous l'illustrer très très bien. Mais je disais que c'était cette voix qui rentrait dans les familles, en fait. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de choses qui existent actuellement. Les gens n'avaient pas les moyens d'acheter exactement un téléviseur. Oui, mais quand même, on a comme l'impression qu'on a tissé toute une légende autour de cette histoire d'artiste. C'est possible. Après, c'est pas une légende parce que ça existe. Et vous avez cité des personnes et vous avez vu, il y a un éventail. Il y a un éventail. Dans le livre, vous les citez. On a Hanifa, on a Eger Bouchen, on a l'Anqa, on a les frères Helmi, on a après on a Tahir Djaout, on a aussi. Vous aviez parlé de Mohamed Hussein aussi. Oui, Bachir Hadj Ali. On a aussi des militants de la cause nationale, donc. Beaucoup. Didouche Mourad, Petit Omar, Talib Abdelrahman, Yassef Sadi, donc. Ourida Medad. C'est vrai, on a beaucoup. Moi, en lisant votre ouvrage, je me dis, si il se trouvait des Houria Bouayyad un peu partout, c'est-à-dire, quand je dis un peu partout, à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Oran, à Tskida, qui nous ferait à peu près le même ouvrage. Oui. On aurait peut-être recensé aussi autant de militants de la cause nationale, autant d'artistes, et puis ils auraient sublimé aussi leur région, ils auraient parlé de la beauté de leur région. Oui. Ça ne pouvait être que l'œuvre de quelqu'un qui a habité ou qui a bien ses parents. Oui. Je crois que ce serait bien que les Wali lancent cette idée, fassent un petit concours pour qu'ils choisissent un auteur qui peut parler de sa ville et qui peut recenser. C'est indispensable. C'est indispensable. Je connais un écrivain, il s'appelle Teklit, qui a fait un petit livret où il a recensé les martyrs de la région de Bougaa. Mm-hmm. C'est énorme, c'est informatif, c'est énorme. Uniquement les noms moudjahidines avec le peu d'informations qu'il peut avoir. Imaginez chaque région le fasse. C'est la mémoire qu'on retrouve. Absolument, mais il faut le faire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. C'est indispensable, comme je disais tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a des personnes quand même qui ont commencé ce genre de travail. Je ne suis pas la seule. Vous êtes gentil de me dire il faudrait plusieurs Houria Bouayyad. Mais il y en a plus. Il y en a qui ont fait déjà un travail sur leur région. Mais je pense que ça va aller de plus en plus. Tout à l'heure, vous parliez de relève par rapport aux artistes d'Asfoun. Je vous ai dit qu'il y avait cette relève. Mais je n'ai pas répondu à la première question, oui. Parce qu'elle est difficile à répondre. Il y en a qui ont des pistes de réponse en disant, et vous l'avez vous-même dit, hein, les gens sont partis, Mohamed Helmi me disait, ils sont partis les larmes aux yeux quand ils ont quitté la Asfoun pour aller à la Casbah. C'était pas de gaieté de cœur, c'était la misère. Non, c'est la misère. C'était la misère. Et le fait justement de partir, parce que bon, tout est en mouvement, le fait de partir, c'est que vous connaissez d'autres personnes. Si vous restez tout le temps dans le même coin, vous connaissez toujours la même chose. En fait, c'est le fait de voyager. Tout à l'heure, vous avez parlé de voyage. Je vais reprendre votre terme. Le fait de voyager, ça vous permet aussi d'ouvrir les yeux. Absolument. Donc c'est peut-être ça qui fait que... Bien, mes auditeurs, vous êtes toujours avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée au livre, conçu et animé par Bikrim Sazarout et réalisé par Kamel Oularbi. Et nous sommes avec Houria Bouayyad qui nous parle avec passion de son ouvrage Le Karoubi d'Asfoun. C'est un regard sur sa région,
la région de ses parents, c'est un cri d'amour, c'est une ode. Et on apprend beaucoup de choses. Parce qu'on savait, moi je savais que Hanifa est originaire d'Asfoun, mais par contre vous nous parlez d'une chanteuse que je ne connaissais pas. Et elle s'appelle Fatma Zohra, ouais, qui a donc qui a beaucoup chanté, et qui a un lien de parenté avec l'Anqa, Ahmed l'Anqa. Alors, c'est une artiste que l'on ne connaît pas. Oui, alors, et qui a enregistré, en plus c'est la première à avoir chanté en France. Oui, et non seulement ça, j'ai mis quatre chansons. Alors ça vient pas de moi. Alors justement, je vais rendre hommage à Kamel Hamadi parce que c'est lui qui m'a parlé c'est lui la mémoire. C'est lui qui m'a parlé d'elle. Donc, oui. mais par contre, les chansons, ma mère me les chantait. C'est des chansons que tout le monde connaît en fait. Dans la région. Ah oui, mais pas que dans la région, je pense. Bah, je pose la question, moi. Non, je pense pas. Mon rôle est de poser la question. C'est des chansons connues par toutes les mamans kabyles qui les chantaient. Eh ben, moi, je vais m'en servir pour l'intégrer dans mon ouvrage. Je cherche les noms de chanteuses. Eh ben, avec grand plaisir. Ah ben, si on trouve en plus on trouve des traces de ce qu'elle chante, ça serait bien. Oui, absolument. Ah oui, ça peut se trouver. Les 4 chansons là sont connues. Je peux en reparler. Alors, le temps passe, et j'aimerais qu'on ouvre un peu cette triste épisode, mais c'est une réalité de la France coloniale, c'est les déportés. Ouais. Après l'insurrection d'El Mokrani, c'est les déportés, et il y a des gens donc d'Asfoun qui en faisaient partie. Vous en parlez, et vous en parlez même d'un rescapé, celui qui a pu revenir. Mais mon grand-père maternel. En plus, qui est revenu après 8 ans 12 ans. Parce que vous saviez, il y avait une double peine. C'est miraculeux. Oui. Oui. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous... Dans la déportation, alors il y avait la déportation en Nouvelle-Calédonie, mais là, en l'occurrence, c'est une déportation en Guyane française, à Cayenne. Et on ne parlait pas de déportation, on parlait de transportation. Mais c'était une déportation pure et simple. L'idée, c'était qu'ils ne reviennent jamais. Oui, c'est ça. Qu'ils reviennent jamais. Les punir et de servir d'exemple aux autres. C'était ça. C'était vraiment une terre dont on ne revient jamais. Je pense que tout le monde connaît le fameux livre Papillon. Et il y a certains... La tentative d'évasion. Exactement. Il en a fait 13, je pense. 13, et puis la 13e fois, c'était la bonne. Là, en l'occurrence, mon grand-père maternel a été donc déporté à Cayenne, et ils avaient une double peine. Vous dites bien, c'est un lapsus révélateur, parce que c'était transporté comme des marchandises. Ah oui, complètement. Il ne faut pas croire que c'était dans la cale. Mais il y en a qui mouraient. Beaucoup en péri. Exactement. Et c'est un voyage qui a duré plusieurs journées. Plusieurs jours. Plusieurs mois, des fois. Plusieurs mois. Ah oui, plusieurs mois. Et ils étaient enchaînés et les morts côtoyaient les vivants, ce qui restait des vivants. D'ailleurs, la majorité des personnes n'est pas arrivée à Cayenne. Okay. Et quand on arrivait à Cayenne, la vie était... Alors j'en parle un peu. Et comme vous dites, le retour, la 3e partie, c'était le retour miraculeux de... C'est vraiment un miracle. Ah, oui. Sur ce miracle, on passe à un petit... questionnaire que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Donc, quelle est votre saison préférée? Ma saison? Oui. Le printemps. Le printemps. Oui, c'est la réponse de beaucoup. En général, je ne suis pas très originale. Non, vaut mieux être dans la sincérité, puis c'est beau le printemps. Oui. Le plat préféré? Le plat préféré? Oui. Oh, j'en ai pas particulièrement. Moi, j'aime beaucoup l'avocat. L'avocat, c'est pas vraiment un plat. C'est pas un plat. En salade, on va dire. En salade, voilà. Votre plat, c'est la salade. J'essaie de faire attention. Je suis pas trop. Non, j'aime bien le couscous, mais bon, c'est aussi assez commun. C'est très original. Ouais, c'est assez commun, quoi. Mer ou montagne? Mer, sans hésitation. Le lieu où vous aimeriez passer des vacances? La Thaïlande. La Thaïlande, carrément. J'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup. Pour la découverte ou pour tout. Pour la beauté? Pour tout. Pour les paysages. On parlait tout à l'heure d'Asfoun, mer et montagne. Là-bas, on a aussi la mer et montagne. Mais on a aussi tout le côté zénitude asiatique.
la tranquillité, parce que moi j'ai toujours dit la tranquillité n'a pas de prix en fait. C'est vrai. Vos écrivains préférés algériens? Algériens les anciens bien évidemment, mais dans les récents, j'ai un peu de mal à le dire, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que là, je suis en train de réécrire et il y a un livre qui a été fait par Médienne sur Ici à Ouais, j'ai beaucoup aimé. Oh ouais, c'est magnifique. Les frères jumeaux. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que tout à l'heure on parlait de portraits pas académiques et je trouve que ce livre c'est une leçon de portrait. Ah, vous avez aimé, j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Je le garde. Ah, moi pareil. Bien, j'en parlerai peut-être après. Quel est votre livre de chevet? Moi je suis très développement personnel, donc j'ai plein de livres de chevet concernant le développement personnel. Bien, l'expression que vous aimez? En arabe ou en français? En arabe, j'aurais du mal. En français, c'est tout est possible. Tout est possible, donc vous ne baissez jamais les bras. Je suis assez optimiste, oui. Optimiste, c'est bien d'être optimiste. Le mot que vous détestez? Que je déteste? Il y a un mot que vous n'aimez pas. Je sais pas, ça vient pas à mon esprit. Il n'y a pas beaucoup de choses que je déteste. Le chanteur que vous aimez? Un ou deux, allez. C'est pas votre... Non, j'écoute plutôt de la musique américaine ou... Non, j'ai pas de... La chanson que vous pouvez écouter en boucle? Je suis pas une très bonne... Je réponds pas très bien à vos questions. Hein. Ça fait rien, ça passe. Je sais pas. Bien, celle-là, vous pouvez répondre. Dites-moi. Quel est votre projet éditorial? D'écrire encore sur Asfoun. Vous avez encore de la matière? Oui. Magnifique. Donc, vous êtes déjà invité, dès qu'il est édité, vous êtes invité à Empreinte. Et c'est toujours, c'est avec grand plaisir, Monsieur Tazarout. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Amis auditeurs, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute sur Radio Chaîne 3. Je vous rappelle que vous étiez avec Empreinte, émission conçue et réalisée par Abdelkrim Tazarout et réalisée par Kamel Oularbi. C'est diffusé donc de chaque vendredi de 10h à 11h. Je vous dis au revoir, merci et bon week-end.